Bonjour. Alors, donc, nous allons poursuivre sur la question de ce qu'on pourrait appeler la mise en château de l'Asie centrale, pour traduire grossièrement le terme d'encastellamento employé par nos historiens occidentaux. La mise en château, donc, qui est un phénomène très net à partir du 5e siècle et que nous avons survolé dans les régions septentrionales, sogdianes, Khorezm, Margiane, avec certains exemples particulièrement spectaculaires, comme les châteaux qui ont servi de résidence royale hors les murs, hein, comme ici à Valarcha, près de Boukhara, Kafirkala, près de Samarcande, et j'ai introduit le thème des décors somptuaires de ces châteaux qu'on trouve sur des petits comme sur les grands d'ailleurs, avec ces gaufrures qui ne sont pas fonctionnelles, qui servaient à créer des jeux d'ombre de lumière très spectaculaires. Alors, le phénomène est beaucoup plus large que l'Asie centrale au nord de l'Oxus. On le trouve aussi au sud, simplement c'est moins étudié. Dans la Autocarestan, ancienne Bactriane, il y a eu en fait une seule étude par Madame Pugatchenkova dans les années 70, au moment où travaillait la mission soviétique de Dilbergine, près de Bactre. Elle en a tiré un article, il n'y a rien eu d'autre, mais un article très compétent, puisque Mme Pugatchenkova évidemment, elle avait son expérience extraordinaire des architectures d'Asie centrale, plus au nord. Ça suffit quand même à montrer que on a donc ce que je montrais l'autre jour pour la Sogdiade, ces sites à donjons et enceintes extérieures pas forcément remplies et qui pouvaient jouer la fonction d'accueil des hommes et des troupeaux en cas de trouble qu'avaient joué les grandes villes d'Asie centrale antique. Voilà quelques exemples de cette époque, celui-là avec beaucoup de tours, et on voit on devine des décors à gaufrures comme on avait vu plus au nord. Alors, un secteur qui a été, lui, très bien étudié, plus au sud que la Bactriane, c'est dans l'Hindoukouche centrale autour de Bamiyan, parce que Marc Lebert, ancien architecte de la DAFA, y avait consacré de nombreuses années après sa retraite, avec des moyens extrêmement limités, une jeep, un assistant afghan, Zafar Payman, qui est maintenant parmi nous. Et puis, Lebert était un remarquable architecte, donc il avait fait de belles photos, des plans, et c'est après sa mort, le livre est paru, Monument préislamique de l'Hindoukouche centrale. Alors là, on voit très bien, on est exactement dans la même tradition que ce que nous avons vu plus au nord, sans aucune différence. Alors, je vais revenir là-dessus, mais sur cet exemplaire-là, qui doit s'appeler, je crois, Kafirkala, ces décors un peu étoilés qui sont en fait faits avec des jeux de briques. Parfois, on avait dit parfois que c'était des croix chrétiennes, ça n'en est pas du tout, c'est simplement des jeux de briques. Ces archères multiples en forme de flèches qui sont certainement pas toutes fonctionnelles. La multiplication de ces archères avait un effet dissuasif. Alors bon, on retrouve le même problème que partout pour ces châteaux, c'est qu'on a très très peu d'indices de datation. La céramique ramassée par Lebert a été étudiée, mais elle n'a permis que des conclusions très très générales. Enfin, on voit que ça commence, comme partout, ça commence au 5e siècle et puis ça se poursuit. Et en plus, dans l'Hindoukouche centrale, les châteaux continuent à être construits et entretenus
très avant dans l'époque islamique, contrairement à ce qui est le cas, ailleurs, parce que ces vallées centrales de l'Hindoukouche ont été l'assise de constructions politiques importantes à partir du XIe siècle. C'est le point de départ des royaumes des Ghaznavides, des Ghorides, et évidemment, ça supposait une mise en défense du pays. Alors, on a quand même, pour les châteaux de l'Hindoukouche, on a un élément de datation qu'on a beaucoup plus rarement ailleurs. Ce sont les décors intérieurs, parce que on a un point de comparaison, c'est tout simplement les décors intérieurs des grottes de Bamiyan. Voilà. Et il suffit de regarder, évidemment, c'était les mêmes équipes de maçons qui travaillaient pour les monastères bouddhiques et pour les châtelains. Des vallées, alors voilà, donc dans un château, un exemple donc, de trompe, donc trompe d'angle dans une pièce voûtée sous coupole. Alors ça, c'est de l'architecture fonctionnelle, ce n'est pas de l'architecture illusionniste, mais c'est particulièrement soigné, élégant, vous voyez, avec les briques en saillie, dont la pointe sort. Ici, un décor de pilastres, ou plutôt de faux pilastres, qui n'a pas du tout de fonction structurelle. Et à Bamiyan, voilà, c'est dans Lebert donne les points de comparaison. On a dans les grottes exactement les mêmes types de décors. Donc on voit très bien que c'était les mêmes équipes qui travaillaient. Alors ceci dit, comme la datation des grottes de Bamiyan n'est pas non plus toujours une tâche aisée, parce qu'on date par les peintures et éventuellement quelques inscriptions qu'on trouve avec les peintures, mais ces peintures ne sont pas forcément contemporaines de l'aménagement des grottes, ça peut être des réfections. Voilà. Mais alors, il y a ce sur quoi je voudrais insister, c'est que tout ça, ce monde des châteaux, depuis le Khorezm, la Sogdiane jusqu'à l'Hindoukouche, c'est le même monde. Ce sont les mêmes châteaux, jusque dans des détails la forme des voûtes paraboliques dans les couloirs, les techniques de construction, les décors. C'est un seul et même monde aristocratique et un seul et même monde, je dirais, artisanal au service des aristocraties émergentes. On est à peu près persuadé qu'il y avait des équipes spécialisées d'architectes militaires et de maçons itinérants. C'est pas l'environnement humain de ces châteaux, assez souvent, ce sont de misérables vallées, de misérables villages. On les a construits parce que l'endroit avait un intérêt stratégique. Ça n'est pas ces petites communautés qui pouvaient nourrir en leur sein des architectes et des décorateurs de ce niveau. Donc évidemment, il y avait des itinérants. Je vais revenir là-dessus. Et puis ce qui était également itinérant, c'était parfois les commanditaires. On a par des exemples individuels, on voit qu'il y a eu les carrières aristocratiques pouvaient parfois amener de grands déplacements, surtout dans ces époques troublées, surtout en fait après la conquête islamique. On a des exemples précis de seigneurs qui avaient commencé du côté de Samarcande et qu'on retrouve après dans l'Hindoukouche. Bon, ce sont des cas individuels qu'on voit au hasard des sources. On a dans les archives bactriennes de Raube, c'est-à-dire tout à côté d'ici, puisque c'est la petite vallée de Raube, c'est juste au nord de Bamiyan. Ces archives nomment des individus qui ont des noms sogdiens, et parfois ils sont nommément désignés comme sogdiens. Donc on voit qu'il y a... c'est un monde qui bouge. Et donc les commanditaires bougent et les constructeurs bougent. Alors, on a, pour les décors extérieurs, on a évidemment donc ce qui est bien préservé aujourd'hui, mais on a un certain nombre de documents iconographiques. Très peu
mais quand même assez précis, qui permettent vraiment de bien se figurer à quoi ça ressemblait. Alors, le document le plus spectaculaire, c'est un plat qui est au musée de l'Ermitage, le plat dit d'Anikovka, trouvé dans l'Oural au XIXe siècle, je crois. Non, alors oui, il a été trouvé dans l'Oural, mais Marchak a pu établir où il avait été fabriqué. Il a été fabriqué dans l'actuel Kirghizistan, le pays qu'on appelait autrefois le Semiretché, et il a été fabriqué dans une communauté chrétienne. Parce que ce qui est représenté ici, c'est la prise de Jéricho. C'est la prise de Jéricho, mais avec un décor architectural et des équipements militaires qui sont complètement centra-asiatiques, qui appartiennent précisément au 8e siècle. Et après, il y a eu une mise à jour des équipements militaires par surmoulage du prototype. Enfin, c'est une histoire très compliquée. Ce plat est en fait une deuxième génération. C'est déjà une copie remaniée avec des actualisations du 9e, 10e siècle. Alors, les épisodes de la prise de Jéricho, on les reconnaît. Vous avez ici la procession de l'Arche avec les 7 trompettes. Ici, apparaissant à la fenêtre, vous avez la prostituée Rahab qui appelle les Hébreux à entrer. Et là-haut, le personnage qui fait un signe, c'est Josué, qui arrête la course du soleil et de la lune, comme il est dit dans le livre des Juges. Et excusez-moi, je vois que... Peut-être en panne. Ah non, c'est bon. Josué porte une hache qu'il n'a pas dans la Bible. C'est la hache, symbole de commandement des souverains sogdiens. Alors, ce qui est assez curieux sur ce plat, c'est que, en fait, et qui a pendant longtemps empêché d'identifier vraiment la scène, c'est que normalement la procession de l'Arche, elle a lieu autour des murailles de Jéricho. Et là, on est à l'intérieur. Et en fait, la composition a été réinterprétée, je dirais télescopée, et on a regroupé plusieurs scènes dans une seule scène où on a fait apparaître ce qui est en fait des épisodes successifs autour des mêmes murailles de Jéricho comme quelque chose qui se déroulerait dans une double enceinte. Une enceinte extérieure et et un donjon central, tels qu'étaient effectivement les donjons d'Asie centrale à l'époque. Alors, vous reconnaissez ici très bien donc, ce que je vous ai déjà montré sur des spécimens conservés, ces gaufrures demi-colonnes là, avec des trompes en haut, le jeu des briques, parfois en forme de croix, avec ce genre de décor, les merlons à gradins, les briques placées de biais, tout ça pour donner des jeux de lumière. Des éléments qui ne sont plus conservés dans les monuments que nous avons, mais dont on voit qui avaient existé, c'est-à-dire des encorbellements en bois. Qui partaient du parapet. Voilà, bon, tout ça, ça a disparu, mais on voit par ce genre de document que ça existait, avec une poutre inclinée. On a ça sur quelques peintures de Penjikent, mais enfin, ça, c'est vraiment le document le plus précis. Et la défense, qui, à cette époque, qui, contrairement aux époques précédentes où il y avait des galeries d'archères à plusieurs niveaux, à ces époques tardives, la défense s'est entièrement transportée à l'étage supérieur, en haut des parapets. C'est là où vous avez les archers. Voilà. Alors, on a un autre document plus ancien, voilà, un peu plus ancien, qui montre davantage l'aspect, disons, d'un donjon assez ordinaire. C'est une peinture de Penjikent qui représente une scène d'épopée, un duel, qu'on ne peut pas identifier. On n'a pas pu l'identifier. On peut identifier certains sujets des peintures de Penjikent. Celui-là, on n'a pas pu l'identifier, bien qu'il y ait
un texte écrit sur la porte du château qui donne des noms de personnes, mais on n'arrive pas à raccrocher ces noms à des épopées connues. Voilà. Alors, vous avez ici donc, c'est la phase ultime du combat. L'un des héros combat à cheval, l'autre à pied, et puis finalement, c'est le thème héroïque habituel. L'adversaire, donc finalement, il y en a un qui est tué, et celui qui l'a tué, alors, soit lui pardonne, soit le reconnaît. On a ça dans le livre des rois, Rostam qui tue son fils et puis qui le reconnaît après l'avoir tué. Bon, voilà, et ça doit être quelque chose de ce style. Mais alors, ce qui est intéressant, donc derrière, c'est que vous avez un donjon. On voit en plus très bien. Alors, il n'y a pas de gaufrure. Il y a quand même les jeux. Il y a les trompes ici, la frise d'arcature qu'on avait, cette frise de fausses arcatures qu'on avait ici dans les grottes bouddhiques de Bamiyan. Hein, on voit vraiment que c'est le même monde. Les mêmes jeux de briques avec des ronds avec des croix au milieu, des ondes, etc. Le parapet avec des merlons à degrés, où se passe l'ultime épisode de la défense, mais là c'est vraiment l'ultime épisode. Il n'y a plus de guerriers, il n'y a plus que les femmes. Et les femmes, elles se battent comme elles peuvent, c'est-à-dire qu'elles lancent des pierres. Voilà. Donc on a vraiment là c'est très rare. Le réalisme architectural dans la peinture de Penjikent est quand même assez rare. C'est quand même beaucoup un univers de convention. Et c'est assez rare. Ici, on a une rare exception. Alors, un autre... alors là, c'est beaucoup plus stylisé. C'est un panneau de bois sculpté trouvé à un palais près d'Otrar, donc très au nord, au Kazakhstan. Ça doit être, enfin c'est du 7e siècle probablement. Et alors on voit, c'est supposé représenter à l'arrière un rempart de ville, vous voyez, avec les merlons à degrés. À nouveau le décor avec les petites croix. En fait, c'est la déesse Nana qui a 4 bras, qui tient le soleil et la lune. Et la déesse Nana est la protectrice du territoire. Donc elle est représentée ici exerçant sa fonction. Et on a là, c'est du dessin de planches de bois calcinées. Alors, c'est évidemment assez déformé, mais on voit ici un archer et un autre. Hein. C'est la défense qui a lieu en haut des parapets. Et voilà, donc ici, à l'arrière, soit un rempart de ville, soit un château. Alors, on aurait pu, si cette trouvaille avait été faite quelques décennies plus tôt, on n'aurait sans doute pas hésité à interpréter les croix comme chrétiennes et à chercher un symbolisme chrétien ici. Il n'y est pas. C'est le décor, c'est l'animation des murs par des jeux de briques. Donc, on va revenir sur toutes ces questions d'un point de vue plus technique, mais bon, j'ai voulu, donc, au cours de la séance précédente et maintenant, marquer d'emblée, souligner d'emblée ce phénomène de la généralisation du phénomène des châteaux et le lien postulé avec raison par les archéologues soviétiques entre ce phénomène et l'affirmation et des modifications sociales. Enfin, l'affirmation à tous les niveaux territoriaux, à partir du 5e siècle, d'une domination aristocratique, d'une classe aristocratique qui semble s'être vécue comme homogène et avoir recherché partout le même type d'habitat. D'où effectivement ce dont je parlais tout à l'heure, ces carrières itinérantes. Donc un chef de guerre centra-asiatique à qui il reste quelques compagnons, il va toujours trouver à s'employer. Voilà, parce qu'il a des compétences, il va garder son rang social même dans l'exil. Et on voit ça très bien avec certains récits, ce qu'on avait vu au début, le récit des fondations de villes en Chine au 7e siècle, où un aristocrate chassé de Samarcande, qui vient avec des compagnons, retrouve tout de suite son statut de chef de village, et les Chinois lui permettent de fonder des villes fortifiées
parce qu'il sait faire. Voilà. Alors, il faut quand même signaler qu'il y a eu des bémols sur le schéma de la crise de la société esclavagiste antique et la transition vers la période féodale. Bon, ce schéma s'imposait tout à fait jusque dans les années 60 et il est très très bien développé dans un livre tout à fait classique et qui reste très utile, paru dans les années 70, un livre en russe jamais traduit, c'est dommage, il aurait mérité de l'être, le livre de Belenitsky, Bentovitch et Bolchakov, La ville du Haut Moyen-Âge en Asie centrale, un livre qui reste fondamental. Alors, il y a eu quand même quelques voix un peu discordantes. Un archéologue soviétique, Kochelenko, et un autre, Rdveladze, dont j'ai déjà parlé, dans des articles, disons, à sujet régional. Kochelenko avait fait un article sur les fortifications en Margiane et Parthienne. Rdveladze, c'est à propos de la Bactriane. Ils ont essayé de montrer que le schéma l'idée du remplacement d'un habitat fortifié urbain par un habitat fortifié château était un petit peu schématique et qu'en fait on avait toujours coexisté, y compris à la période antique, des villes autodéfendues et des forteresses dites gouvernementales, donc défendues par des professionnels. Bon, là, je pense qu'on ne peut pas être complètement d'accord parce que je pense que les villes royales de l'Asie centrale hellénistique n'étaient pas défendues que par leurs citoyens, si tant est qu'on peut parler de citoyens. Il y avait évidemment des garnisons royales. Donc, selon Kochelenko, ce qui aurait changé en fait au IVe, Ve siècle, c'est qu'on serait pas, il y aurait eu un changement d'équilibre. Les forteresses, les forteresses se seraient imposées, mais il y aurait toujours eu en fait coexistence des deux types. Henri-Paul Francfort, dans son livre sur les fortifications d'Asie centrale, paru en 1979, c'est en fait un remaniement abrégé de sa thèse qu'il avait soutenue 3 ans avant. Alors lui, il s'érige en faux contre les schémas de reconstruction sociale de type Tolstov. Il affirme un scepticisme quant à la possibilité de tirer de l'étude des fortifications des conclusions quant à la structure sociale. En revanche, pense-t-il, on peut tirer beaucoup sur l'évolution des techniques de siège qui est en elle-même porteuse d'informations sociales. Alors, il a fait des schémas, son livre de 79 est très formalisé, et il a fait des schémas intéressants, justement pour essayer de visualiser. Ce livre avait beaucoup été écrit sous l'influence des thèses de Jean-Claude Gardin, qui à l'époque militait pour le développement d'une formalisation dans les raisonnements archéologiques. Alors voilà, à la période antique, on a donc le plan et la coupe, avec les fossés avancés, le mur avancé, on a un schéma d'attaque frontale par des armées qui sont équipées de machines de siège. Et le but de l'attaque frontale va viser le bas du rempart, et le but, c'est de faire tomber la muraille avec des machines de siège. Et puis, quand on avance dans les siècles, le schéma devient différent. C'est-à-dire que la défense, l'attaque frontale n'est plus la seule attaque. En fait, la défense se démultiplie parce qu'il y a des tours avancées, parce qu'il y a des corps de garde avancés. Donc, c'est plutôt que sur la massivité des murailles, on va compter, qui redeviennent à ce moment-là creuses, on va compter sur la dispersion des forces de l'adversaire. Et donc, en coupe, à la période antique, les flèches partent du parapet. Alors, plus tard, ça part de plusieurs niveaux. Mais bon, et après, en fait, on a un retour à la défense
qui se fait depuis l'étage supérieur, parce que, et notamment à partir de la conquête arabe, la machine de siège qui avait disparu de l'Asie centrale après la période hellénistique fait sa réapparition. La voie la plus discordante, ça a été celle de Litvinsky, je l'ai déjà signalé, à partir de 1985, dans ses publications très soigneuses de ses fouilles urbaines de petites villes dans la partie tadjik du Tokharestan, Kafir-Kala, etc. Il a vraiment voulu réviser en baisse l'idée de la crise. Litvinsky, c'est à bien des égards l'anti-Tolstov. Il m'avait dit un jour, le livre L'Ancien Choresme de Tolstov, il reste rien. Mais ça vaut quand même la peine d'être lu parce que c'est magnifique. Bon, mais effectivement, il pensait qu'il restait rien. Par exemple, il avait il avait montré que les creusements des grands canaux magistraux dans lesquels Tolstov voyait la preuve d'un système social esclavagiste, en refaisant les calculs, il avait montré que tout ça avait pu très bien se faire avec la corvée villageoise. On n'avait pas besoin d'esclaves. Et là, on avait des exemples sous les yeux, c'est que les premiers grands canaux soviétiques ont été creusés par les mêmes méthodes. On a réquisitionné les villages, les canaux. On n'a pas eu besoin de réduire en esclavage les populations d'Asie centrale. Il y a eu des formes esclavagistes dans l'Union soviétique, mais c'était dans les camps. Pour les canaux, on n'a pas eu besoin, on n'a pas fait appel au goulag pour creuser les canaux. Voilà. Alors, Litvinsky ne croyait pas beaucoup à l'idée de la crise parce que sur les sites où il travaillait, on n'observait pas manifestement de crise et il y a des exemples, pas très nombreux, mais enfin, on a des exemples de villes moyennes qu'on voit à l'époque Kouchan et qui continuent leur carrière au Moyen-Âge, voilà, sans qu'il y ait eu d'interruption. J'aurais tendance à penser que Litvinsky a généralisé à partir d'un point d'observation qui a probablement eu une situation assez privilégiée, parce que ces vallées au nord de l'Oxus, disons, c'est les vallées au sud de Douchanbé, à l'est de Douchanbé, à mon avis et l'avis de d'autres, sont restés assez à l'écart des grands courants d'invasion et finalement, là, ont probablement été relativement épargnés, mais ce n'est pas une raison pour généraliser ce constat plutôt optimiste à toutes les régions d'Asie centrale, où là, tout de même, on observe des signes de rupture assez massifs que j'ai discuté précédemment. En tout cas, l'école archéologique qui tient à nouveau, qui tient vraiment maintenant, on peut dire, le haut du pavé, c'est-à-dire l'école archéologique de fouilles urbaines pour cette époque, c'est-à-dire l'école de Penjikent, l'équipe de l'Ermitage qui fouille à Penjikent, Marchak et maintenant ses continuateurs, notamment Pavel Lourier, et puis Semyonov, mais qui est mort il y a 10 ans, en gros, sont revenus à Tolstov. Voilà. En insistant sur la crise, l'après-crise, la féodalisation. Il faut dire aussi qu'ils ont apporté un matériau nouveau tout à fait considérable et en même temps étudié avec beaucoup plus de soin et de précision que tout ce qui avait été fait jusqu'alors. Semyonov avait fouillé tous les remparts de Penjikent. Après, il s'est déplacé à Païkent, où il a magnifiquement étudié les remparts. Et donc, j'ai signalé son livre sur la fortification, paru en 1999, sur la fortification sogdienne. C'est un niveau de réflexion qui n'a pas été dépassé depuis. Malgré tout, dans ces discussions, il y a toujours à prendre dans ces discussions, dans ces réserves.
si on revient sur la question de la rétractation des surfaces urbaines, bon, il faut probablement effectivement se garder d'un schéma trop homogène. L'impression d'un déclin général et simultané est probablement un peu trompeuse. Il y a eu des rythmes différents selon qu'il s'agisse de la Sogdiane et des régions plus méridionales. Et puis par ailleurs, on n'observe pas, mais ça je l'ai déjà dit, on n'arrive pas du point de vue archéologique à observer un lien de causalité direct avec les invasions barbares. Il n'y a pas une seule ville d'Asie centrale dont nous avons la preuve archéologique qu'elle a été sciemment détruite par un envahisseur durant ces siècles. Avec l'invasion arabe, puis l'invasion mongole, ça oui, des villes détruites, il va y en avoir, et on le sait. Là, il est bien possible et même probable qu'il y ait eu des destructions, mais bon, les archéologues, ce n'est pas des choses qui sautent aux yeux des archéologues. En Sogdiane, la déprise urbaine est absolument incontestable, mais ça avait probablement commencé dès avant les invasions. Comme je l'ai dit, on a l'impression qu'à Samarcande, à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, peut-être même un peu avant, ça va. Enfin, c'est pas la grande forme. C'est pas la grande forme. Le niveau artisanal, le niveau artistique semble quand même beaucoup chuter, et puis il est évident que la ville se rétracte. Pour toute la Sogdiane, on n'a pratiquement on n'a trouvé aucune fortification, ni forteresse rurale, ni fortification urbaine, remontant, qu'on puisse vraiment dire remonter à ces siècles post-grecs, 1er, 2e, 3e. On entretient ou on n'entretient pas les anciens murs. Il n'y a pas un dynamisme évident de construction militaire, alors qu'il y en a, ce dynamisme, il existe au sud, en Bactriane-Kouchan, comme on l'avait vu il y a 3 ans. Il n'y a pas ça. Alors, il se peut évidemment que on a tellement reconstruit les villes dans la grande période de prospérité, 5e, 6e, 7e siècle, que peut-être, du coup, ça a effacé des traces de fortification voilà. Mais c'est quand même étonnant qu'on n'ait vraiment rien à se mettre sous la dent. Samarcande donc n'est pas dans un grand état de prospérité durant ces siècles. Il semblerait en fait qu'il y ait une autre ville qui ait pris le relais et qui, elle, va être très vigoureuse jusqu'au VIe siècle. Malheureusement, les données qu'on a sur elle sont un petit peu frustrantes. C'est très incomplètement publié, il resterait beaucoup de choses à fouiller. Cette ville, c'est Erkourgan. Voilà, c'est ici sur la carte. C'est au sud de Samarcande, à une centaine de kilomètres. Le nom ancien, c'est Narshab. Et elle est même mentionnée dans les documents araméens du satrape de Bactre, publiés il y a quelques années. C'est Nirshapaya, ce qui veut dire la forteresse en avant. En avant de quoi? En avant vers l'ouest, parce que là, ici, on a, le long de l'Oxus, on a une zone steppique d'incursion nomade. Donc elle devait avoir une mission de protection avancée. C'est un site absolument énorme. Alors vous voyez ici, ça c'est Samarcande dans sa plus grande extension, c'est-à-dire à l'époque antique, extension qu'elle va retrouver à l'époque islamique. Et voilà Erkourgan, c'est la même taille. Il y a un problème actuellement un débat entre archéologues qui n'est pas clos. C'est qu'on a 2 enceintes, une enceinte extérieure qui a une forme irrégulière, qui suit le relief, et une enceinte intérieure de forme plus géométrique. Et on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord pour savoir laquelle est la première. Les premiers fouilleurs ont pensé à un schéma de développement de l'intérieur vers l'extérieur qui paraîtrait normal. Et puis, on se demande maintenant
si ce n'est pas l'inverse, en fait, et s'il n'y aurait pas, comme à Samarcande, une rétractation. Mais vous voyez tout de suite que par rapport... Alors, voilà la photo aérienne d'Erkourgan, avec ce rempart extérieur et ce rempart intérieur, et un certain nombre de monuments vraiment assez bien conservés. Mais on voit tout de suite que, même si ce rempart intérieur est le produit d'une rétractation, il était beaucoup plus grand, que ce qui, à ce moment-là, sert de rempart à Samarcande. Moi, j'aurais tendance à penser que le premier rempart, c'est bien le rempart extérieur. En tout cas, la mise en fortification, en forteresse du site, par un coup de chance extraordinaire, est probablement mentionnée dans les documents du satrape araméen de Bactre. À un moment, il donne l'ordre, les documents araméens du satrape de Bactre, il donne l'ordre d'envoyer des équipes pour construire un mur autour de Nirchapaya. Bon, alors, est-ce que c'est ce mur-là? Est-ce que c'est ce mur-là? Je pense que c'est plutôt ce mur-là. En tout cas, bon, là, c'est une ville qui, d'après ce qui en est publié, et qui, encore une fois, est quand même assez incomplet, c'est une ville qui ne décline pas avant le VIe siècle. Il se pourrait bien qu'en fait, elle ait profité d'une situation intermédiaire entre l'Empire couchant et les Kushano-Sassanides, etc., au sud, d'une part, et d'autre part, la confédération nomade, semi-nomade des Kankyu au nord. Et en plus, le grand axe de communication commerciale, à cette époque, passe vraiment par la Bactriane, puis après va monter l'école du Pamir. On n'en est pas loin, là. Et vraisemblablement, il y a dû avoir un phénomène peut-être de captation. Bon. La ville décline au VIe siècle, peut-être parce qu'à ce moment-là, elle s'est trouvée au mauvais endroit, c'est-à-dire sur la ligne de front entre les Hephthalites et les Turcs, puis entre les Turcs et les Sassanides. On peut proposer peut-être un schéma semblable pour Bactre, un petit peu décalé. Comme je vous l'ai dit, Bactre, en 630, quand le pèlerin chinois Xuanzang la visite, flotte dans ses remparts. C'est une ville qui visiblement est surdimensionnée par rapport à sa population. Il se pourrait que ce soit la conséquence des combats qui ont eu lieu pendant plusieurs décennies entre les Sassanides, qui essaient de reprendre la Bactriane, et les Turcs. Donc, voilà, il faut, sans remettre en cause l'idée d'un déclin urbain jusqu'au 5e, 6e siècle, on peut envisager un modèle non pas général et uniforme, et non pas un lien mécanique avec les invasions, mais plutôt une nouvelle répartition régionale des fonctions défensives. Alors, bon, voilà ce qu'on peut dire sur la crise. Alors maintenant, il faut sortir de la crise et scruter les indices de les indices de sortie de crise. Comment est-ce qu'on en est sorti et par quoi ça se manifeste? Ça saute aux yeux à partir de... C'est justement le dynamisme des constructions militaires qui permet de faire ce constat. Alors on peut dire, bon, construction militaire, c'est justement pas une marque de paix. Si on construit des châteaux, si on met les villes en défense derrière des nouveaux remparts, c'est que la situation n'est pas stable. Bon, c'est vrai qu'on peut dire ça d'un certain point de vue. D'un autre point de vue, c'est de l'investissement, c'est de la dépense, c'est du travail, c'est de la main-d'œuvre, et ça suppose le dynamisme de construction des châteaux est à bien des égards en fait un signe de vitalité. C'est exactement les mêmes raisonnements que tiennent aujourd'hui nos historiens médiévistes. Si les châteaux se multiplient, si l'Occident se hérisse de châteaux à partir, disons, de la fin du Xe siècle et XIe siècle, eh bien, on pourrait dire, c'est tant mieux.
c'est tant mieux. Ça veut dire que, il y a de la commande, il y a de la main-d'œuvre, le pays n'est pas dépeuplé, voilà. Alors, en Sogdiane, on voit que les choses semblent bien se réorganiser à partir déjà du IVe siècle. Et alors là, on est frustré par la difficulté, par l'impossibilité d'avoir des dates plus précises qui pourraient permettre de proposer un modèle de causalité historique. IVe siècle, milieu du IVe siècle, c'est le moment où arrivent les premières invasions barbares, les Chionites. Alors, est-ce que ces châteaux sont un réflexe une mesure de défense prise en prenant conscience d'un danger barbare possible, ou bien est-ce que c'est la conséquence, est-ce que c'est les barbares qui sont arrivés, qui ont pris les places libres et qui se sont établis des demeures fortifiées? Là, on n'a pas la réponse. Mais bon, on voit un certain nombre d'initiatives. Voilà, au moins trois forts de cette époque, bien construits, et qui montrent qu'il y a véritablement un effort de construction. Voilà Penjikent. Alors, au IVe siècle, rien de tout ça n'existe. Peut-être le donjon, là, mais la ville basse n'existe pas. Ce qui existe, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une enceinte de 90 mètres de côté, donc 1 hectare, ici, qui s'établit, et qui ne s'établit pas n'importe où, c'est juste à côté de la seule source d'eau pérenne qu'il y ait sur le site, Kainar. Et alors peut-être cette enceinte était elle-même appuyée sur une forteresse plus haute, à l'endroit où plus tard va s'élever le donjon. En tout cas, on a ça. Et au moment où, au Ve siècle, la ville basse va être construite, cette enceinte va perdre sa fonction et finir par se trouver en fait grignotée par la construction d'un palais qui en réutilise en partie les murs. Donc on a ici véritablement une initiative intéressante. Exactement pareil et même dimension à Paikent, près de Boukhara, une ville que j'ai déjà montrée. 1 hectare, enceinte carrée. Là, disons, le contexte est un tout petit peu différent. D'abord, il y avait quelque chose avant, il y avait probablement un petit site grec. Et puis, on a des raisons de penser que cette enceinte est en fait une enceinte sassanide, au moment où elle a été construite. Paikent est en situation frontalière, c'est au sud-ouest de Boukhara, face à l'Empire sassanide, et il se trouve qu'on a des monnaies de Shapur Ier dans des niveaux associés à la construction de cette enceinte. Donc, l'hypothèse que font actuellement les fouilleurs, c'est que ça a commencé par être une forteresse sassanide, parce que ça n'est pas resté longtemps. Autre indice accessoire, c'est qu'on a certainement un temple à l'intérieur avec deux chambres. On voit mal parce que l'échelle est toute petite, mais c'est vraiment à 2 chambres. Ça ressemble vraiment à un temple du feu sassanide, beaucoup plus que tout ce qu'on a en Sogdiane. Puis alors, il y a un autre site près de Samarcande qui s'appelle Talibarzou, où on a aussi la même impression. Voilà, construction de forteresse d'1 hectare. Alors, les forts de Talibarzou et de Paikent deviendront plus tard les citadelles des villes qui vont apparaître 1 ou 2 siècles après. À Penjikent, donc je l'ai dit, c'est différent, puisque peut-être il y avait déjà une citadelle là, mais on ne sait pas. En tout cas, ce fort en partie basse va finir par perdre sa fonction militaire. Alors, pour cette même époque, IVe siècle, on a d'autres phénomènes, on a d'autres témoignages en cours d'étude.
Ce sont vraiment des choses tout à fait d'actualité archéologique. Søren Stark est en train d'étudier au nord de l'oasis de Boukhara un réseau de petits forts qui semble avoir préexisté à l'édification du grand mur en bord de la steppe et qui remonterait à cette époque. Et puis, ma mission archéologique à Samarcande a étudié, on a eu aussi des prédécesseurs, tout un système très homogène de forts beaucoup plus petits qui ont tous le même plan. Alors, celui-là, en fait, il est à Tachkent. Et voilà, ça c'est Jar-Tepe, à l'est de Samarcande, et là c'est Kindikli, au nord de Samarcande. Et alors, ces petits forts, qui ont l'air de remonter aussi à cette époque, 4e siècle, dans leur état primitif, vous voyez, ils sont très, très stéréotypés, et au moins ces deux-là ont une caractéristique commune, ils se trouvent au point de divergence de grands canaux. Phénomène qu'avait déjà signalé Tolstov au Khorezm, j'en ai parlé la dernière fois. On passe d'un monde où les forteresses sont en lisière des oasis, dans un système de défense qui semble conçu à l'échelle de l'État, à un système où les forteresses sont à l'endroit où le seigneur est là et va collecter les taxes sur les eaux. Donc, ce qui pourrait indiquer une évolution vers un régime de privatisation des ressources. Alors, pour la même époque aussi, semble-t-il, en situation, disons, en lisière occidentale de l'oasis de Charisabz, face au front de la steppe, la forteresse de Sangir-Tepe, qui a peut-être des modèles au Khorezm et qui remonte aussi à cette époque. Alors, à partir du 5e siècle, cette fièvre de construction militaire se confirme, elle est particulièrement étudiée en Sogdiane, mais il semble qu'à ce moment-là, on peut parler d'un phénomène assez généralisé. Et alors là, à ce moment-là, ce dynamisme de construction prend deux aspects. Généralisation et standardisation des petits châteaux, d'une part, et d'autre part, réapparition du phénomène de fondation de villes qu'on n'avait plus vu depuis l'époque antique. Alors, les petits châteaux, voilà, on les voit, voilà, ça c'est typiquement, ça c'est des développements. Ça c'est typiquement les petits châteaux, le petit château du 5e siècle. 18 mètres de côté, 4 tours, un plan intérieur sommaire. Et ça, il y en a vraiment beaucoup. Un bel exemple, malheureusement la photo n'est pas formidable. Le site lui-même est magnifique. J'y suis allé. On voit vraiment le château qui garde l'entrée de la vallée. C'est Filmandar, un château qui garde une vallée latérale à l'est de Penjikent. Vous voyez, exactement le même château, 18 mètres de côté, c'est vraiment standardisé, beaucoup d'archères, des murs peu épais et 4 tours. Le même schéma. On va être amené à reparler de cette question de l'homogénéité. Et puis, à ce moment-là, on se remet à fonder des villes. Mais ce n'est plus du tout les villes de l'Antiquité. Ce sont des villes qui sont de taille moyenne. D'après quelques exemples, on a l'impression que le standard, c'est 8 hectares. 8 hectares, 10 hectares. Des villes fortifiées. Alors elles apparaissent dans le cours, les exemples qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire Penjikent, Paikent, donc une ville apparaît à ce moment-là, Vararsha, Rabinjan, on va dire, c'est dans le cours du 5e siècle. On ne peut pas être plus précis, malheureusement. Et alors voilà, Penjikent. Alors la première Penjikent, donc il y avait la forteresse ancienne de Kainar, 4e siècle. À ce moment-là, on oublie
c'est mangé par un palais. Un donjon, et en fait, on voit très bien que cette forteresse de Kainar, elle n'a pas l'alignement du reste des autres constructions de la ville. C'est-à-dire que c'est vraiment une autre phase. Là, cette forteresse-là est très rigoureusement orientée nord, sud, est, ouest. Comme d'ailleurs toutes les forteresses de cette époque. Et puis alors après, quand on se met à fonder la ville de Penjikent, l'axe devient différent. Peut-être parce qu'on a voulu mieux coller aux limites du plateau. Et on a un donjon extérieur à la ville séparé par un fossé et une ville basse. Alors, la première Penjikent, c'est un rectangle qu'on voit ici. Voilà, reste du premier rempart ici, reste du premier rempart ici, reste du rempart ici. C'est un rectangle, enfin presque un carré. Tout ça, ça va être des extensions ultérieures. La première ville, c'est ça. Et elle est planifiée. C'est une fondation. Ce n'est pas une création spontanée. On a une ligne, 2 lignes, 3 lignes intérieures de rues, axiales, qui tombent à des distances égales, des îlots, et 1/5 de la ville, toute cette partie-là, réservée d'emblée aux 2 temples. Donc il y a une pensée urbanistique derrière ça. Alors Païken, dont j'en ai parlé, voilà, la première Païken, donc le fort sassanide, et puis à partir, on pense du 5e siècle, construire une ville basse qui apparaît ici, Shahristán I, comme on l'appelle, avec le rempart ici, et après elle va être doublée, mais peut-être seulement au 6e siècle. Au départ, on a ça. À Samarcande, donc la ville qui s'était rétractée, à cette époque, on entérine le nouveau périmètre urbain. Mais ça veut dire que quand on entérine le nouveau périmètre urbain en le fortifiant, ça veut dire que quelque part, on s'apprête à redémarrer. Bon. On construit un nouveau rempart ici, et la citadelle se trouve considérablement rehaussée. On lui rajoute carrément 10 mètres. Il y avait déjà une citadelle à l'époque achéménide, et à l'époque, 5e, 6e siècle, on creuse un énorme fossé autour, et avec cette terre qu'on extrait, on remblait et on ajoute 10 mètres de hauteur à la citadelle. Alors, dans ce cas, dans le cas de Samarcande, et uniquement dans ce cas, on peut avec vraisemblance mettre en rapport ce gros investissement de construction militaire avec une initiative politique identifiable, puisque nous savons qu'à Samarcande, il y a au 5e siècle une branche de la dynastie kidarite qui s'installe. J'en ai montré la preuve à un cours précédent. Le sceau du roi de Samarcande inscrit en bactrien, roi des Huns, seigneur de Samarcande, grand roi des couchants, et ça vient donc de Samarcande. Donc il y a une branche de la dynastie qui est là, et on pense que 50 ans après, très vraisemblablement, il y a une branche de la dynastie Heptalite qui est également établie à demeure. Donc là, on peut dire oui, nous savons qui est derrière. Pour les autres sites, nous ne le savons pas, c'est dans le silence des sources. Nous ne savons absolument pas qui a décidé de construire Penjikent et exactement quand. Nous n'en avons pas la moindre idée. On n'a même pas à cette époque de monnaie qui nous atteste l'existence d'un roi de Penjikent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, mais on n'en sait rien. Païkent, donc, qui avait démarré sa carrière comme fort sassanide, n'est certainement plus un fort sassanide à cette époque. C'est une des quelques villes qui sont dans l'oasis de Boukhara. C'est plutôt un fort qui défend l'oasis de Boukhara face à une menace sassanide qui persiste. Alors, il y a un facteur dans tout ça. Alors, il a fallu du monde pour ramener toute cette terre. Et ce n'est pas seulement...
la simple force, la simple réquisition n'explique probablement pas tout. Et en plus, je vais revenir là-dessus, le grand professionnalisme des plans, voilà, derrière tout ça, il y a un marché de la construction. S'il y a un marché de la construction, c'est qu'il y a de l'argent, il y a des finances. Et c'est pas... Une idée vient tout de suite à l'esprit, cet argent, d'où est-il venu? Eh bien, c'est la mise à la rançon de l'État sassanide, de l'Empire sassanide, suite à ses défaites militaires, justement face à ces peuples d'Asie centrale. On a vu déjà les Kidarites probablement percevaient un tribut, les Hephthalites, on en est sûr, et on avait même vu que c'était probablement, peut-être même l'essentiel de la masse monétaire émise par l'État sassanide qui avait fini par se retrouver dans les caisses des Hephthalites. Alors, à partir de là, évidemment, on va penser enrichissement de l'État, enrichissement des aristocraties, parce que ces seigneurs de châteaux, pendant les campagnes hephthalites ou à l'ouest, ils ne se tournaient pas les pouces. Ils étaient évidemment dans les armées. Et donc, à partir du moment où ils étaient dans les armées, ils avaient part au tribut. Alors, bon, il y a un autre fait, évidemment, un autre facteur d'enrichissement auquel on pense, c'est le grand commerce, qui commence vraiment, enfin, qui se développe considérablement à cette époque. Mais voilà, on voit certaines conséquences, effectivement, de l'enrichissement par le grand commerce, mais elles sont plus tardives. C'est plutôt, à mon avis, dans l'exécution du décor des maisons, le cadre de vie somptuaire, etc. Est-ce que c'est le grand commerce qui est derrière la construction d'un tel réseau de châteaux? Moi, je ne le pense pas. Je ne vois pas vraiment quel pourrait être le lien de causalité. Dans la somptuosité des maisons de Penjiken, ça, oui, on peut penser à ce facteur commercial. Quoique ceux des propriétaires de belles maisons à Penjiken dont nous arrivons à identifier l'appartenance sociale ont plutôt l'air d'être des rentiers du sol. Ils ont des grands silos chez eux, on ne saisit pas clairement, on ne saisit pas très clairement une classe marchande à Penjiken, sauf dans des cas assez limités. Donc, comme je l'ai dit, ça pourrait... le fait qu'à cette époque, de l'argent est disponible pour ces constructions pourrait donc expliquer le caractère très professionnel et nullement empirique des plans et du décorum architectural. Alors, en fait, vous voyez, aucun plan n'est vraiment la réplique de l'autre. On a l'impression que le châtelain ou son supérieur choisissait sur catalogue un certain type de château. Et puis, alors, il faudrait que je remonte Filmandar. Voilà. Et, disons, l'enveloppe. Et puis, les espaces intérieurs, ça se répartissait un peu au petit bonheur au moment de l'exécution. Alors, les exemples les plus sophistiqués et les mieux conservés sont dans une région au nord-est de Samarcande qui s'appelle l'Oustrouchana, qui a été beaucoup moins bouleversée par l'agriculture soviétique que la Sogdiane centrale, une région en plus de vallées montagneuses. Et là, on a vraiment des châteaux très très bien conservés et qui sont dans un état pratiquement intact. Alors voilà Chilkhujra avec donc l'étage inférieur, le premier noyau, l'étage inférieur, avec, vous voyez, là un plan assez subtil, hein, tout un ensemble de corridors
qui parcourt l'extérieur du noyau central, avec des tours elles-mêmes à couloir intérieur, un étage supérieur. Alors, l'étage inférieur est l'étage de service, c'est-à-dire que ces pièces, on va voir ça dans pratiquement tous ces châteaux, ces pièces sont adaptées au stockage. Ce sont des pièces voûtées. On voit ici la restitution architecturale, hein, tout ça en briques crues, évidemment, les voûtes parfaitement conservées. Et à l'étage, ce n'est pas voûté, c'est plafonné. Et c'est l'étage somptuaire. C'est l'étage où vit le seigneur. Autre exemple, alors voilà l'état de conservation, absolument intact. Et alors, ce type de voûte parabolique très haute dans les corridors, vous avez exactement les mêmes dans les châteaux de l'Hindoukouche. C'est vraiment la même école de construction. Autre exemple, c'est Urtakurgan, tout à côté de Chilhujva. Alors là, vous voyez, c'est un plan qui devient vraiment sophistiqué, avec une sorte de croix de T intérieure pour les circulations. Une rampe ici, alors là, on voit qu'ici, on monte à l'étage. Plusieurs salons avec des plafonds de bois reposant sur 4 colonnes, et on a eu assez d'éléments tombés à terre et carbonisés, donc préservés, à Chilhujva pour proposer une reconstruction de ce plafond de bois avec une espèce de lanterne en haut. Ces plafonds, on les reconnaît tout de suite, c'est les plafonds de Bamiyan. C'est les mêmes. Simplement, l'architecture interne des grottes de Bamiyan est la transposition en pierre d'une architecture de bois qui était très répandue. Voilà. Donc, je continuerai la prochaine fois sur ces questions donc, de la mise en château de l'Asie centrale, et puis, en conclusion, je reviendrai sur les fondations urbaines et en particulier sur ce qu'on peut dire sur un certain nombre de choses et de nouveaux matériaux visuels que nous avons pour la ville de Penjiket. Je vous remercie.